Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. De la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul pour le brin d'histoire. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Un peu fatigué, mais ça à va. Cause de la fête du travail? Oui. Vous avez fait quoi comme activité à la CNSS? Bon, moi, j'étais plus dans le comité d'organisation, donc j'étais quand même à pied d'œuvre avec beaucoup d'autres depuis 2 ou 3 jours avant. Et donc, hier, il fallait non seulement veiller au bon déroulement de la cérémonie, mais aussi à tout ce qui suit après, l'assainissement, le nettoyage, le démontage de toutes les tentes et tout ça. Donc tu as eu du boulot. Oui. C'est pour ça que j'ai un peu la voix enrouillée, je suis un peu fatigué, mais ça va. Toujours une grosse valeur accordée à la fête du travail dans les entreprises, ou bien c'est juste un défilé, une parade pour montrer aux gens comment on est? Il faut déjà rappeler 2 faits. Le premier, c'est que pour la première fois, on a eu le président de la transition, donc le chef de l'État en personne, présider ce défilé-là. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu un chef d'État assister personnellement au défilé de la fête du travail. Et puis deuxièmement, je crois que peut-être que c'est l'effet transition. Je pense que le président de la transition, le général de brigade Chris Clotaire Oligui Nguema, a voulu de montrer l'importance qu'il accordait à la valeur travail. Et donc pour cela, il n'a pas seulement voulu que la fête du travail soit un moment où employeurs et salariés se regardent en face et festoient, mais il a également voulu, dans le cadre justement de l'esprit de la Convention 144, qui considère que la sécurité sociale est constituée de 3 entités, l'État, les entreprises et les salariés. Il a estimé que l'État aussi avait sa pleine place dans la célébration de la fête du travail. Et je crois que c'est une très très bonne idée. Et ça a été véritablement un élément catalyseur, un élément mobilisateur, parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont inscrites hier et qui ont défilé. Et ça a redonné véritablement de l'éclat à un événement qui, il faut quand même le reconnaître, avait perdu énormément en dynamisme, avait perdu en clarté, avait perdu en lumière, avait perdu en exposition pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on a eu la Covid qui, durant 2 années, en raison des restrictions sanitaires avaient fait que les défilés n'étaient plus organisés. Et puis, le deuxième élément, c'était que l'année dernière, c'était une année électorale. Et je pense que le gouvernement, à l'époque du régime déchu, ne considérant pas que la fête du travail était une fête importante, avait donc, dans la foulée, annulé aussi le défilé parce qu'ils avaient peur que ce soit un moment d'exposition et de contestation de la part des salariés. Est-ce que ça ne devait pas l'être normalement? C'est pas un moment où le salarié doit faire preuve de magnanimité? En fait, c'est le moment où le salarié doit en réalité faire connaître aux autres partenaires sociaux que sont l'État et les entreprises la réalité qu'il vit, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, dans les conditions de travail, les conditions de rémunération, la carrière, quelles sont les perspectives en fait, comment il voit ces perspectives à lui dans un monde qui est tout le temps en changement, qui est tout le temps dynamique. Et donc, c'est ça en fait. Malheureusement, dans la culture qui s'est installée, la fête du travail est beaucoup plus un moment festif qu'un moment de réflexion, qu'un moment où véritablement on peut s'interroger sur des questions liées au travail. Aujourd'hui, il y a des questions tout à fait légitimes. La mondialisation avec tous ses corollaires en matière de salaire et autres, la mobilité des travailleurs, comment l'améliorer. On a aussi un problème de mobilité dans un monde de plus en plus fermé. On voit de plus en plus de restrictions pour accepter que des travailleurs étrangers viennent dans notre pays et donc dans son pays. Et ce n'est pas seulement le cas du Gabon. Beaucoup de pays font face à cette réalité-là. Il y a aussi la réalité de nouveaux outils, la technologie de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle. Il faut vraiment, ça aurait été un très bon moment de réflexion. Il fallait avoir des plateaux TV pour discuter de ça. Voilà. Malheureusement, c'est un peu comme je le disais, c'est un peu culturel, c'est-à-dire qu'on considère que la fête du travail, c'est vraiment une fête, on le prend au sens littéral du terme, alors que ça devrait être
un moment aussi, à côté, hein, c'est pas qu'on doit enlever l'aspect festif, non, mais ça doit être à côté, un moment où les travailleurs expriment leur ressenti, expriment leur vision, expriment leurs préoccupations aux deux autres partenaires que sont l'État et les entreprises. Mais j'espère que peut-être dans des années futures, peut-être l'année prochaine, on va plutôt aller vers ce format de commémoration de la fête du 1er mai. D'accord. L'histoire nous emmène où aujourd'hui? On va 509 ans en arrière. Et on va parler de Léonard de Vinci. Vous connaissez Léonard de Vinci, voilà. oui. Bon, alors, on va parler du 2 mai, 1519 parce que c'était le jour de la mort de Léonard de Vinci. Alors, il est mort en France. Il est mort dans un petit château qui s'appelle le château d'Amboise. Il faut savoir que 3 ans plus tôt, en 1516, Léonard de Vinci, à l'invitation du jeune monarque français François Ier et de sa mère, évidemment, Louise de Savoie, Leonardo décide de quitter l'Italie et de venir en France, de venir s'installer en France. Il faut savoir que la mère de François Ier, Louise de Savoie, est une femme qui aimait beaucoup ce que Leonardo de Vinci faisait, et son fils aussi autant, parce que son fils était fasciné par les diverses qualités de Léonard de Vinci, soit en matière de peinture, soit en matière d'ingénierie, soit en matière de littérature. Et il faut savoir qu'en 1515, 4 ans plus tôt, il avait rencontré Léonard de Vinci en Italie. Et donc, 1 an plus tard, lorsque Léonard de Vinci, non pas qu'il était en perte de vitesse à Rome, parce qu'il faut savoir qu'à Rome, il y avait aussi, notamment au Saint-Siège, il y avait des personnes qui avaient maintenant le vent en poupe, comme on dirait aujourd'hui, des peintres comme Raphaël, des peintres comme... il y avait une nouvelle génération montante de peintres, non seulement à Rome, mais aussi d'ingénieurs un peu partout en Italie. Et donc, il ne faut pas oublier que Léonard de Vinci, à l'époque, en 1516, il avait 64 ans. Donc, il était quand même vieux déjà. Et donc, il décide donc de quitter l'Italie et d'aller s'installer en France. Et donc, en France, François Ier va le nommer premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Et donc, c'est un peu, si tu veux, l'éminence grise du roi. Et donc, grâce à ce titre-là, il va bénéficier d'une énorme pension et aussi d'un château qu'on appelle le château du Clos. Hein. Aujourd'hui, on l'appelle le château du Clos-Lucé, qui est situé à 400 mètres du château d'Amboise, où justement vivait le monarque. Le château-là existe encore. Ces 2 châteaux existent. Et aujourd'hui, vous pouvez aller visiter de nombreuses notes, des manuscrits, des carnets que Léonard de Vinci avait laissés. Et donc, il va vivre là pendant 3 ans. Et la légende qui raconterait que le 2 mai 1519, Léonard de Vinci serait mort dans les bras de François Ier, ce moment-là a été même immortalisé par une peinture qui a été faite par un célèbre peintre de l'époque, Ingres. Alors, il s'avère que c'est totalement faux aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Léonard de Vinci, malheureusement pour lui, quand il arrive en France, dès l'année qui suit, il va tomber malade, mais cette maladie va, avec le temps, commencer à véritablement porter atteinte à sa santé. Mais il faut aussi savoir qu'à l'époque, quand il arrive quand même, il a plus de 60 ans, il a 64 ans, il n'a pas baissé en dynamisme. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de choses en même temps. Il va évidemment continuer à faire de la peinture, continuer à faire de l'ingénierie. Il va mettre en place un système hydraulique, par exemple, dans le château d'Amboise où réside le roi. Il va faire un certain nombre de travaux de génie civil à la demande justement de Louise de Savoie et de François Ier. Et il va continuer, bien évidemment, à faire de la peinture. Et donc, ce sont certainement ces activités-là, ce dynamisme-là, lié aussi à l'effet de son âge, parce qu'il n'était plus mais donc, très Léonard jeune. de Vinci a vécu longtemps. Il a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans. Et là, on est au XVIe siècle. C'est quand même dire que 67 ans aujourd'hui, à l'époque, c'est comme si on dit que quelqu'un a vécu jusqu'à 95, 96 ans, voire 100 ans. Donc, c'était vraiment très, très vieux. Et donc, évidemment, il va décéder
le 2 mai 1519. Après, à sa mort, il avait évidemment laissé un testament. Hein, et donc, dans ce testament-là, il expliquait que l'ensemble de ses livres, l'ensemble de ses manuscrits, l'ensemble de ses notes et l'ensemble de ses tableaux, il les a légués à Francesco Melzi, qui était son fidèle bras droit, parce qu'il faut savoir que Léonard de Vinci n'a pas laissé d'enfant, il ne s'est jamais marié, il n'a jamais laissé d'enfant, et donc il a laissé l'ensemble de ses œuvres à Francesco Melzi. Mais on sait qu'à l'époque, il avait aussi fait don de 3 tableaux, notamment à François Ier. On avait la Joconde et on avait le Saint-Jean-Baptiste et le 3e tableau qu'on appelle le Marie-Anne. Alors, Marie-Anne, il y a une petite polémique sur ce tableau-là. On sait que Léonard de Vinci, il avait commencé en Italie, il avait poursuivi lorsqu'il était en France. Maintenant, certains disent que c'est lui qui l'a terminé, d'autres disent que non, c'est Francesco Melzi, son disciple, qui l'a terminé. Mais n'empêche que, évidemment, ce tableau, c'est bel et bien un tableau de Léonard de Vinci. Et donc, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin d'aller en Italie pour visiter ou regarder des objets ou voir des manuscrits ou des choses que Léonard de Vinci a fait. Il suffit de vous rendre en France, au château du Saint-Cloud, et pour, évidemment, regarder des objets laissés par Léonard de Vinci qui sont encore visibles aujourd'hui. C'est devenu un musée. Son tableau le plus célèbre, c'est la Joconde. Son tableau le plus célèbre, c'est la Joconde. Mona Lisa. Le Mona Lisa, oui. Maintenant, il y a toute une légende autour de la Joconde. On dit que c'était une de ses servantes, on dit que c'était une de ses maîtresses. Il y a eu tellement de choses là-dessus qu'on ne sait plus. Mais ce sont ces légendes-là, ce sont ces histoires qui nourrissent la légende, qui nourrissent le mythe. Et c'est ce qui fait que ce tableau, c'est l'une des rares œuvres au monde dont on ne peut pas estimer la valeur marchande. C'est tellement cher, ça n'a pas de prix. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est la prunelle des yeux de la collection du Louvre, hein. C'est l'œuvre la plus importante et c'est celle qui attire encore aujourd'hui le plus grand nombre de visiteurs. Merci Jean-Paul pour le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.